Bonjour, bienvenue sur le blog éthique Vie et mort 2.0. Alors pourquoi ce nom 2.0? Tout simplement ça fait référence à l'Internet. L'Internet, ancienne génération, il y a un blogueur américain je crois qui appelait l'Internet où on reçoit de l'information, donc passivement, qui est l'Internet ancienne génération, l'Internet 1.0. Par opposition ou complémentarité avec l'Internet 2.0, qui est l'Internet nouvelle génération, celui qui permet de recevoir, mais aussi d'envoyer, de partager beaucoup d'informations, de diffuser rapidement à beaucoup de monde en temps réel, etc. On pense aux réseaux sociaux, on pense à plein de choses, aux associations de patients, aux forums, aux chats, à tout ce que vous voulez. À tous les clusters qui se créent, à toutes ces e-communautés, à tous ces gens qui fédèrent aussi des web communautés d'entrepreneurs sur le 2.0 francophone dans le monde entier. Voilà. Donc ce blog, il est un petit peu à l'écoute de tout ce qui se passe et surtout il veut faire du transversal. C'est-à-dire qu'il veut mettre en contact des gens qui habituellement travaillent dans leur silo et qui sont pas forcément au courant. J'ai eu beaucoup de travail les 2 dernières années à aller voir les acteurs, les vendeurs de logiciels, comme on les appelle, les Google, les Amazon, les, IBM, les Dassault Systèmes Santé, les Apple, etc., etc. Microsoft, pour leur expliquer un petit peu les problèmes d'innovation en santé, en médecine de remplacement, qui inclut aussi bien les organes artificiels que les organes, les transplantations. Et donc je leur ai un petit peu expliqué tout ça et il y a beaucoup d'intérêt sur beaucoup de perplexité aussi. La grande question que j'ai eue, mais c'est pourquoi diantre le séquençage du génome est-il interdit en France? Et oui, nos aimables comités scientifiques et éthiques interdisent en France le séquençage du génome pour l'heure, voire les lois bioéthiques récentes qui datent du printemps 2011. Et alors ces acteurs du monde des logiciels, de l'informatique, des ordinateurs, etc. Donc tous les Google, IBM, Apple, etc. étaient perplexes. Les lois biomachin, jamais entendu parler. Et pourquoi le séquençage du génome est interdit? Oui, ils ont vu la petite présentation du professeur Guy Valencien, le fondateur de l'école européenne de chirurgie à Paris. Et ils ont vu que dans 5 ans, séquencer le génome, ça coûtera pas cher, ça coûtera moins de 100 $ par personne. Et avec ça, une maman qui attend un bébé, elle pourra savoir par exemple si son bébé est atteint de mucoviscidose et si c'est le cas, ce bébé pourra être soigné avant sa naissance. Donc vous imaginez un petit peu le géno-tsunami, ça va bouleverser toutes les pratiques en mettant un gros accent sur la médecine de prévention et ça permettra d'éviter tout ce qui est gérer les conséquences très lourdes de maladies qui obèrent l'espérance de vie, la qualité de vie, etc. et qui assombrissent le ciel de l'entourage. D'où toutes ces communautés de patients, ces internautes qui partagent leur expérience et leurs épreuves en ligne. Alors voilà, toutes ces pratiques, parce que c'est les nouvelles technologies qui créent de nouveaux usages. Qu'est-ce que ça va donner en France? Faire du transversal, c'est aussi mettre en relation, par exemple, le Salon de la Mort, qui a lieu au Carrousel du Louvre à Paris au printemps 2011, des soignants en soins palliatifs, des médecins en soins palliatifs et des jeunes entrepreneurs qui font des outils, des tablettes où les gens âgés ou atteints d'Alzheimer peuvent partager des secrets, léguer ce qu'ils ont à dire à certains, par exemple à des petits-enfants ou à leurs filles, fils. Coffre-fort électronique, on lègue le mot de passe de ses journaux intimes sur son PC ou de blog ou de Facebook à qui on veut les léguer, et tout ça va se faire en temps et en heure. Donc la mort 2.0, c'était au Salon de la Mort, au Carrousel du Louvre, au printemps 2011, et c'était passionnant de pouvoir comme ça prendre certains acteurs, d'autres, et les faire se rencontrer et
faire émerger de nouvelles pratiques, justement grâce aux nouvelles technologies, avec des gens qui ne demandent que ça. Et si les choses sont pas encore complètement au point, permettre de dialoguer pour mettre en place la tablette, le produit qui va intéresser et fédérer les usages. Alors j'ai un petit peu d'expérience dans la matière puisque j'étais Intuitive Surgical Europe, Intuitive Surgical Inc. en Californie, qui a créé le système de chirurgie assistée par ordinateur Da Vinci, voilà, et qui donc a lancé la pratique de la chirurgie mini-invasive assistée par ordinateur. Alors, ça n'a pas été simple, parce qu'en France, les choses vont très lentement, en Europe globalement aussi, hein, il y a un credit crunch, il y a une crise, il y a l'endettement, aux États-Unis, les choses sont un petit peu ralenties aussi, mais c'est pas tellement comparable. Et donc, j'étais aux premières loges un petit peu pour observer tout ce qui se passait en santé dans les différents pays, en allant sur des congrès, hein, puisque j'étais au marketing, et en Europe et aux États-Unis. Et puis, vous savez que Google Inc., Apple Inc., Intuitive Surgical Inc., tout ça, c'est du même coin, ça vient de la Californie, ça vient de la Silicon Valley. Donc, on était un petit peu voisins là-bas, et puis c'est toujours intéressant de partager l'information. Moi en innovation santé, eux en logiciel santé, et ils étaient très curieux de savoir pourquoi ça se développe si peu en France et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc mettre en place un observatoire, non, il y en a déjà, il y a le CATEL en France. On va pas faire doublon, il y a déjà assez de commissions gouvernementales comme cela, un feuilletage vertigineux qui vise à quadriller les pratiques des logiciels, enfin des systèmes d'information en santé. Alors c'est très lourd tout cet appareillage, et les jeunes entrepreneurs, jeunes ingénieurs qui sortent de leur école et qui veulent se lancer là-dedans, ils se disent qu'ils vont naviguer entre ce feuilletage, et puis que ma foi ils y arriveront bien, ne serait-ce qu'avec les marchés des pays émergents ou plus émergés, comme certains marchés asiatiques, marchés américains, et voilà. Donc c'est pour partager tout ça, pour essayer comme le font beaucoup de monde, hein, au quotidien, sans que ce soit sur des blogs, sans que ce soit en ligne, ou alors justement en mettant en ligne, comme Denise Zilber, qui depuis très longtemps avec Basile Stratégie met en contact, met en lien interactif des entrepreneurs américains et des scientifiques français innovants pour faire émerger toute la e-santé et toute la santé dans un schéma d'économie durable, comme ça commence à être actuellement, hein, puisque avant on avait un petit peu l'économie des dinosaures, ce qui devient un petit peu l'économie des dinosaures, avec le tout pétrole, le tout nucléaire, le secret à tout moment, à tout instant, du fait de ce schéma pyramidal où l'information c'est le pouvoir. Et là, des schémas si on écoute BFM, la radio de l'économie, de green business, de développement durable, de sustainable health, de nuages, tout ça c'est peut-être pas la panacée, mais ça commence à se mettre en place. Donc voilà, dans un monde où chacun travaille en silo, hein, comme je dis souvent, hyper spécialisé, c'est pas mal qu'il y ait un petit peu de transversal comme ça qui se crée un petit peu de façon informelle. C'est l'occasion qui fait le larron pour essayer de fédérer les gens, croiser les compétences et faire naître de nouvelles initiatives. Je crois que notre économie en a un petit peu besoin, on va dire. Voilà. Donc je m'intéresse à plein de choses. Ce blog s'intéresse à plein de choses, aussi bien l'Institut Fairface, qui cherche à se créer à Amiens avec le professeur Bernard de Vauchel, l'un des pionniers de la transplantation des tissus composites de la face, avec Isabelle Dinoir, la patiente pionnière de la transplantation faciale. Donc ça va créer un cluster de compétences en France sur tout ce qui est microchirurgie, assistée ou non par ordinateur, réflexion sciences humaines sur le rôle de la défiguration, l'intégration des gens défigurés dans la société, etc. Donc voilà, c'est toutes ces initiatives, si vous voulez, dès qu'il y a une nouvelle technologie, dès qu'il y a une nouvelle pratique médicale à très haut niveau avec de la technicité aboutie, mais il y a de nouveaux usages.
Et il faut accompagner ces nouveaux usages, donc les sciences humaines ont leur place plus que jamais. Hein. L'un des derniers credos de Steve Jobs, peu avant son décès, l'un des derniers bouquins, c'était Why right-brainers will rule the world. Donc pourquoi ceux qui ont un cerveau droit plus développé, le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, le cerveau gauche étant le cerveau de la raison, de la rationalité. Bah, pourquoi le monde leur appartient un petit peu? Ben, c'est justement parce que ils vont accompagner toutes ces pratiques mises en place, tous ces exploits technologiques qui vont bouleverser les pratiques. L'innovation, c'est comme l'alcool, à consommer avec modération. Bon, vous voyez que la coupe aux lèvres, il y a un long chemin à faire. Et donc, voilà, c'est peut-être pas inutile qu'il y ait des usagers de la santé curieux, un petit peu des citoyens qui se penchent un petit peu sur tous ces sujets, qui mettent les gens en contact, qui fédèrent pour vous faire réfléchir, pour nous faire réfléchir et pour avancer en 2.0. Voilà. Bah, à très bientôt, j'espère. Au revoir.